Bonjour et bienvenue sur Kaina TV. Aujourd'hui, nous sommes à la brasserie Le Sud et nous recevons Charlotte Marchandise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vainqueur de lapremière.org et donc candidate à l'élection présidentielle. Donc nous avons autour de la table Tom et Inès, deux reporters citoyens numériques en service civique à Kaina, avec qui nous allons poser des questions sur plusieurs thématiques. Donc nous allons revenir sur votre parcours, votre programme, votre campagne. Et nous avons aussi quelques questions à vous poser sur les quartiers populaires, mais on va d'abord essayer par faire connaissance avec la personne. Donc vous avez exercé de nombreux métiers, vous avez été, si je ne me trompe pas, prof de français, guide touristique, gérante d'un bar culturel, infographiste, et aujourd'hui vous êtes consultante marketing. C'est un terme un petit peu passe-partout, non ? Non, je suis formatrice en santé publique. Formatrice en santé publique, alors. Formatrice et consultante, mais je forme des adultes depuis longtemps. Hein. J'ai fait beaucoup de formations pour adultes. Ce qui m'intéresse, c'est comment on met l'apprenant au centre et comment le formateur est au service de celui qui apprend. Aujourd'hui, je forme sur les questions de santé publique, c'est-à-dire de prévention, de faire d'abord que les gens ne tombent pas malades, qui est la première étape, et ensuite on les soigne. Mais déjà, on met tout le paquet pour faire qu'ils ne tombent pas malades en créant des environnements, l'eau, l'air, l'environnement urbain où on peut faire du vélo, et puis l'accompagnement pour les plus défavorisés, l'accès aux soins pour faire en sorte qu'on augmente la santé de tous en réduisant les inégalités. Très bien. Je disais donc que vous aviez gagné lapremière.org. C'est une élection sur Internet qui vise essentiellement à dégager un candidat à l'élection présidentielle issu de la société civile. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qui vous a amené à vous présenter à cette élection et tout le cheminement qui fait que vous avez été élu? Alors, ce qui m'a amené à me présenter, c'est que pendant mes 20, on va dire après le lycée, pendant 20 ans, j'ai été engagée dans le monde associatif et toujours très éloignée du monde politique en ne me reconnaissant pas dans les appareils, dans les partis. Et puis en 2014, à Rennes, on m'a proposé de rejoindre une liste en tant que société civile et donc de faire partie d'une liste politique en restant indépendante. Et j'ai trouvé ça en fait passionnant. Je ne savais même pas que ça existait. Et puis on a été élus et puis je me suis retrouvée adjointe et donc j'ai beaucoup publié sur le fait qu'est-ce que c'est être élu, qu'est-ce qu'on attend de moi, parce que en vrai je savais pas, et j'ai été élue aussi à la présidence d'un réseau et je travaille avec des villes dont Montpellier sur la question de santé et de prévention dans les villes. Et je me suis rendu compte qu'on travaille très bien entre villes de droite et de gauche parce que notre bien commun, notre intérêt général, c'était la santé des habitants. En revanche, avec le national, c'était pas toujours simple. Et quand lapremière.org est arrivée, une plateforme qui permettait à la société civile de s'inviter dans les élections présidentielles, je me suis dit c'est génial, il faut faire ça parce que en fait quand on vient du privé, quand on vient de la vraie vie, on a plein de choses à apporter. Mais j'avais pas prévu de me présenter, mais je trouvais ça super. Et quand je suis allée voir lapremière.org, il y avait 200 hommes et 8 femmes. Donc j'ai commencé par râler en me disant tiens, les femmes ils vont pas, voilà, il y avait aussi assez peu de diversité, on va être clair, c'était plutôt des hommes blancs avec des études. Et je me suis dit prends tes responsabilités, si tu veux que des familles aillent, vas-y. Et donc je me suis d'abord présentée sur ce point-là et puis sur un programme autour de la santé et de la démocratie et de l'éducation qui sont mes sujets, mais en me disant pas je vais être la candidate. Le processus, c'était que tout le monde pouvait se présenter. Donc on était 200 candidats. Il fallait que chacun d'entre nous trouvions 500 parrainages citoyens, à l'image des 500 parrainages d'élus qu'on doit trouver maintenant. Et on est sorti 16 de ce premier processus. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Parce que je ne sais pas écrire un programme pour la France dans ma cuisine toute seule. Et donc, en parlant avec plusieurs personnes, on s'est dit on va faire un appel à une candidature collective autour des valeurs qui nous réunissent. Et là, il y a eu 2 tours de vote. On était d'abord 12 et puis ensuite 5. Et c'était un vote au jugement majoritaire. Ça veut dire qu'au lieu de voter pour une personne, tous les programmes étaient notés. De insuffisant, passable, assez bien, bien, très bien. Et donc c'est le mode de jugement qui permet d'éviter les extrêmes et de montrer vraiment ce que les gens pensent. Et donc voilà, j'ai été élue le 31 décembre. Avec mention très bien. Avec mention très bien. Et du coup, il y a eu 32 000 personnes qui ont voté au second tour à lapremière.org. Est-ce que vous êtes satisfaite de ce chiffre et de cette participation, et est-ce qu'elle vous rend légitime,
Je crois que c'était vraiment une réussite. On a eu très peu de presse. On a eu, enfin voilà, ça a été un processus qui est resté assez invisible, qui était en plus techniquement très très nouveau. C'est la première, ça n'est jamais arrivé nulle part dans le monde, donc c'est complètement nouveau avec la blockchain au point de vue technique qui permettait de sécuriser les votes, mais qui n'était pas hyper clair. Enfin voilà, il faut prendre du temps pour la pédagogie. 32 000 votants, on est vraiment très satisfait. Surtout que c'était entre Noël et le jour de l'an, donc là encore c'était un moment un peu compliqué. Et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas voté à cause de la période. Est-ce que ça me rend légitime ? Ça me rend légitime de 32 000 votants et d'une expérience hautement démocratique, d'une expérience où on a eu des débats, d'une expérience où on a eu un vote nouveau. Ça me rend 32 000 fois plus légitime que les gens qui n'ont pas été élus et qui se sont autoproclamés quelque part. Après, la légitimité, elle est relative par rapport aux 66 millions de Français. Mais ça a le mérite d'exister et ça a le mérite d'avoir un processus extrêmement transparent. Donc vous avez été élue candidate citoyenne. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est concrètement ? Je citais dans une interview, je me considère presque plus comme une citoyenne candidate. Et en tant que citoyenne candidate, je me suis engagée à être porte-voix et non pas à être celle qui sait, et à porter les initiatives de la société civile. Donc à partir de là, ça enlève aussi beaucoup de choses, et c'est de dire la société civile, elle connaît, elle a des solutions. Elle les écrit depuis longtemps, que ce soit dans l'université, ils ont fait les états généraux de la recherche, ils ont produit plein de recommandations super. ATD Quart Monde travaille extrêmement bien, notamment sur l'école et sur les inégalités à l'école. La Confédération paysanne sur les agriculteurs, sur un revenu de base pour sortir de cette logique qui fait que 2 agriculteurs se suicident chaque jour. Donc l'idée, c'est de dire, moi je suis citoyenne candidate, j'apporte mes compétences d'animation, de formatrice aussi pédagogique, de faire travailler des gens ensemble, et puis de méthode, de dire au fond, si on veut être cohérent sur les valeurs qui nous rassemblent, il faut que chacune des lois qu'on porte, elle soit cohérente. Nos valeurs, c'est l'humanisme, c'est la démocratie, c'est la justice sociale et c'est la paix. Et on est radicalement de paix. Parfois on me dit t'es bisounours, tout ça c'est quand même idéaliste. Je dis ouais, mais je suis radicalement bisounours. À un moment donné, on peut pas dire qu'on veut la paix en vendant des armes de guerre. Donc ça, c'est les valeurs. Et on va chercher autour de ces valeurs-là toutes les initiatives de la société civile. Et pour moi, c'est ça être candidate citoyenne. C'est être candidate porte-voix de tout ce qui existe déjà dans la société, de toutes les initiatives qui existent, positives, construites, avec des vrais diagnostics de terrain. Très bien. On va s'attaquer à votre programme. Dans vos priorités, il y a notamment la réécriture de la Constitution avec l'aide des citoyens, qui est une idée quand même portée par Jean-Luc Mélenchon essentiellement. Et il y a aussi l'instauration du revenu de base universel qui est défendu par Benoît Hamon. Mis à part le fait d'être issu de la société civile, est-ce qu'on peut se demander ce que vous apportez réellement de nouveau ? Alors, moi, je ne prône pas la réécriture de la Constitution avec l'aide des citoyens. Je propose la réécriture de la Constitution par les citoyens. Ce qui est un petit peu différent. La Constituante n'est pas une idée de Jean-Luc Mélenchon. Le revenu universel n'est pas une idée de Benoît Hamon. Ce sont des idées qui existent dans la société civile depuis des années. Pour être dans les mouvements citoyens, je sais à quel point on le travaille. Si vous avez participé, je ne sais pas, à Nuit debout, c'est des choses qu'on a beaucoup travaillé. Donc, c'est un mouvement de base. Et le premier reproche que je pourrais avoir, c'est qu'ils s'approprient une idée qui n'est pas la leur, et de juste redire que ça vient de la société civile, qu'ils l'approprient dans leur programme et qu'ils expliquent comment, bien sûr, mais c'est une idée générale qui est déjà là. Moi, est-ce que c'est une 6e République qu'on veut faire ? Ou est-ce que c'est une première démocratie durable ? Ou est-ce que c'est une seconde commune ? Ça n'est pas à moi de le décider. J'ai plein d'idées. Moi, j'aurais plein d'idées sur une constitution. Mais je ne suis pas le sujet. Le sujet, c'est comment on fait quelque chose par, avec et pour les Français. Comment on fait quelque chose où tout le monde va participer. Donc, on ne peut pas le faire en 100 jours. On le sait très bien quand on travaille. Si on veut travailler avec les quartiers populaires, si on veut travailler avec les gens qui travaillent, qui sont indépendants, avec la ruralité, il faut tout un processus qui permette à chacun de comprendre ce que c'est qu'une constitution, de comprendre les différentes options, et moi la première, c'est gros une constitution, c'est un sacré boulot, de leur donner les moyens, parce qu'il faut pouvoir quitter son travail si on est tiré au sort, comme quand on est tiré au sort sur un jury d'assises, que l'employeur vous laisse venir à la constituante, que vous soyez indemnisé si vous devez vous déplacer dans la région. Il y a qu'il y ait des babysitting si on a des enfants, parce qu'on ne peut pas demander aux gens de participer si on ne leur demande pas les moyens de participer. Et ça, moi j'insiste beaucoup. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait 2 ans. Et là encore, j'insiste beaucoup. La Fondation Nicolas Hulot vient de
publié, à partir de beaucoup de travaux de chercheurs, toutes les étapes qu'il faut pour une constituante populaire. La société civile, là encore une fois, l'a écrit. Et la différence, c'est ça, c'est de se dire comment on le fait, comment on prend le temps et comment j'impose pas ma vision, comment on laisse à chacun le temps de construire sa vision. Et qu'on n'impose pas forcément le terme de 6e République. Là aussi, à chaque fois qu'on lâche le pouvoir, on le redonne aux citoyens. Sur le revenu universel, c'est pareil, c'est une idée qui vient de longtemps, qui s'appelle revenu universel, revenu de base, dotation inconditionnelle d'autonomie. Il y a plusieurs façons de le porter. C'est aussi porté par Nathalie Kosciusko-Morizet, qui n'est pas tout à fait du même bord politique, donc qui est des Républicains. C'est quoi le projet de société qui sert ? Est-ce que c'est un revenu de base pour dire bon bah, vous avez tous quelque chose et puis maintenant c'est bon, on arrête de râler et on légitime une misère minimum à 500 €, ou alors c'est un outil au service des droits fondamentaux, de la dignité humaine. C'est une façon de sortir de tout ce processus. Moi j'ai été au RSA et aux allocations parents isolés. Et ben même quand on a de la famille qui aide, que ça va plutôt bien dans la vie, même sur une période difficile, c'est hyper humiliant où on vous redit tous les 3 mois mais vous êtes sûr, vous êtes toujours seul, vous n'avez pas retrouvé un concubin et vous gagnez combien et comment ça se passe. C'est hyper compliqué les papiers à faire. Donc à un moment donné, la dignité humaine, c'est sortir de ces papiers-là. Mais ce n'est pas forcément que des sous. Le revenu universel, pour nous, c'est une partie en monétaire, mais c'est aussi une partie en droits fondamentaux, en droit à l'eau, en droit à l'électricité, qui sont des droits humains fondamentaux, et la dignité, elle passe par ça aussi. Et puis enfin, c'est une partie en monnaie complémentaire, les monnaies complémentaires locales ou nationales qui permettent d'acheter des biens et des services qui sont dans l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire local, ça veut dire relocaliser et donner du sens. Et tout le projet, c'est de donner du sens à notre vie, c'est de donner du sens et de pouvoir s'émanciper et de ne pas accepter n'importe quel travail. Pour les monnaies complémentaires, vous pouvez en dire un peu plus? Ce sont des monnaies fondantes qui perdent de la valeur dans le temps, c'est bien ça? Non, c'est des monnaies qui sont indexées sur la valeur de l'euro, mais qui permettent d'avoir une correspondance. Alors, je ne sais pas s'il y en a une à Montpellier, je suis désolée, j'aurais dû regarder avant. La graine. La graine. C'est une monnaie. C'est un concept, pour le moment, elle n'est pas encore là. Ouais, donc on... D'accord, donc il y en a une nationale, c'est le COPEC qui est en train de se lancer. En Ille-et-Vilaine, c'est le Galeco, en Alsace, c'est le Stuc. À Marseille, je crois qu'il y en a une aussi, j'ai oublié le nom. Et ça permet de dire, quand j'achète en Galeco, alors l'argent, il n'est pas dans les paradis fiscaux, c'est-à-dire tout l'argent qui circule, d'abord il circule en circuit local, et puis on travaille qu'avec des banques éthiques, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas mettre de l'argent dans les paradis fiscaux ou dans des actionnaires qui vont dans des dividendes. Et puis ça permet de dire je n'achète qu'à des gens qui produisent en respectant les travailleurs, en respectant l'environnement et en respectant les règles fondamentales de l'environnement et de l'humain. Ça veut dire aussi que quand j'achète en Galeco, je paye à des producteurs locaux. Je sais à qui j'achète mes produits, je sais à qui et comment ils l'ont produit. Et ça crée une économie locale. Et c'est important parce que demain, qu'est-ce qui va se passer quand les banques vont s'effondrer à nouveau? On a déjà payé une fois pour toutes les banques. On n'a pas mis d'actionnaires. On a socialisé les pertes, mais pas les profits, parce qu'ils ont gardé les profits pour eux là, ces dernières années. Et on sait que ça va recommencer, on ne pourra pas payer. Plus on crée des circuits courts, plus on s'autonomise sur ces questions-là, plus on sera résilient, on pourra s'en sortir. Et au fond, trouver d'autres modes si jamais il y avait des gros problèmes bancaires. Pour revenir sur la Constitution, la réécriture de la Constitution par les citoyens, c'est les citoyens qui vont l'écrire, mais qui va trancher en finalité sur la possibilité d'appliquer une telle Constitution à toute la nation? Le processus, c'est de créer des assemblées locales. Avec des gens tirés au sort et des gens volontaires, avec des gens, des juristes qui forment et de faire tout ce travail-là. Et ensuite, c'est de tirer une assemblée nationale tirée au sort de citoyens qui va permettre de voir et de mettre tout ça ensemble. Sachant que tout le travail aura été fait puisque les gens dans les assemblées locales, ils vont effectivement réfléchir, travailler avec des juristes, voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible et on va synthétiser tout ce qui se passe avec aussi tous les modes de décision qu'on connaît aujourd'hui qui permettent de dire par consensus si tout le monde est d'accord ou personne ne s'oppose, par consentement si on a des oppositions et on décide
de continuer à travailler ou de dire là je bloque, j'ai une objection et de retravailler l'objection. On sait faire travailler des grandes assemblées ensemble. Il y a déjà des pays qui l'ont fait, il y a des printemps citoyens partout dans le monde et il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ces processus. Moi j'ai complètement confiance sur le fait que on soit capable en 2 ans de créer une constitution du 21e siècle vraiment novatrice et qui permette une démocratie directe, une démocratie délibérative, c'est-à-dire pas participative où on vous pose la question vous préférez rouge ou bleu? Ah si vous préférez bleu, je suis pas d'accord avec vous et donc je démissionne ou le côté oui non mais quelque chose où les citoyens ne sont pas invités à donner les réponses à une question simpliste, mais bien à poser les questions eux-mêmes. Et puis une démocratie pertinente, c'est-à-dire où on va consulter les personnes directement concernées. Et ça, c'est aussi des choses qu'on doit mettre en place de façon institutionnelle. Si on parle de la jeunesse, il faut faire intervenir les jeunes. C'est pas possible autrement. Et là, justement, sur le plan de la participation, vous craignez pas que les gens ne comprennent pas totalement le fonctionnement d'une constitution et que ça puisse être difficilement concevable pour l'ensemble d'entre nous d'écrire finalement une constitution Je crois pas, parce que ça fait longtemps. Moi, j'ai travaillé dans des quartiers, j'ai travaillé avec des personnes migrantes. Je suis intervenue en prison il n'y a pas longtemps. Et moi, je sens que tout le monde est prêt à rentrer dans la complexité, que tout le monde est d'accord du moment qu'on explique et qu'on prend le temps. Je pense qu'on en a marre des réponses simplistes et que justement, il faut compter sur l'intelligence des gens. Alors après, en allant chercher les ressources. Moi, c'est pareil, toute seule, je ne sais pas l'écrire, la Constitution. Mais je pense au contraire qu'il y a besoin de ça. Mais que ça marchera si on va si on travaille avec les associations, comme vous, si on va avec les services civiques, si on va trouver des moments où les gens sont disponibles. Le tirage au sort, ça permet aussi de faire en sorte que toute la population soit représentée, parce que le tirage au sort, voilà, c'est complètement égalitaire. Et on le fait sur le jury d'assises. Moi, j'ai eu la chance d'être tirée au sort sur le jury d'assises. On se retrouve au tribunal, on apprend ce que c'est qu'un procès, quelles sont les procédures, je ne le savais pas. C'est une vraie chance dans la vie et ça marche. Les gens font ça extrêmement sérieusement et notre justice est basée sur le tirage au sort populaire pour juger les criminels. Donc ça doit pouvoir marcher pour une constitution. Et au niveau de l'Europe, j'ai vu dans votre programme une politique humaniste. Par quels moyens comptez-vous mettre en place donc, cette politique ? Alors au niveau de l'Europe, on a la chance aujourd'hui que la France a un vrai pouvoir politique. On n'est pas la Grèce qui a eu du mal à imposer des choses au niveau de l'Europe. Avec la sortie de la Grande-Bretagne, on a moyen de créer un vrai mouvement d'une Europe des peuples, une vraie Europe qui retrouve son projet initial, qui est un projet de paix. Ça veut dire bosser, et moi, plus je travaille depuis 2 ans avec des gens qui ont travaillé au niveau européen, plus ils me disent, mais en fait, la France, on n'est pas très présent. Et parfois, on accuse l'Europe, sauf que personne n'a fait le boulot, et que dans les réunions, il n'y avait personne. Et que nos ministres, ils n'ont pas siégé, ou que nos députés, ou que nos services, ils n'ont pas siégé. Parce que Bruxelles, c'est pas très bien vu. Et donc, déjà, ça veut dire siéger, ça veut dire être hyper efficace politiquement et y aller. Ça veut dire inviter, par exemple, avoir des élections transnationales vraiment de façon très forte aux prochaines européennes. On a 2 ans pour créer un projet et la possibilité de proposer un nouveau traité en 2019 à l'occasion des nouvelles élections européennes vers une Europe fédérale, vers une Europe qui porterait son projet d'humanisme et un vrai travail sur les politiques migratoires qui est on peut pas parler d'humanisme quand on laisse des gens se noyer en Méditerranée devant chez nous. Par rapport au traité européen, vous savez que c'est très difficile de modifier les traités, il faut l'unanimité je pense. Et est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui d'obtenir l'unanimité dans une Europe conservatrice sur une politique sociale ? Mais je suis convaincue que c'est possible. Je suis convaincue. Alors c'est pareil, on va me dire tu es bisounours, mais je suis sûre qu'on peut proposer un nouveau traité par l'Europe des peuples parce que c'est ce qui se passe partout. Il y a énormément d'endroits. Vous avez vu en Roumanie contre la corruption, en Espagne le mouvement IDGLA, en Islande. Enfin, les pays d'Europe demandent une autre Europe. L'Europe a une mauvaise réputation partout et je crois pas que face à la volonté des peuples, face à la volonté de démocratie qui se mettrait ensemble de façon forte, le Parlement, enfin la Commission, pas le Parlement justement, la Commission soit en mesure de résister. Je pense qu'on a les moyens de faire ça et qu'il est plus que temps et que le ras-le-bol qui s'exprime partout et qui s'exprime notamment en France, quand on parle avec les gens en ont plus que marre partout, c'est effroyable. Et il peut se passer dans les urnes, sinon il se passera dans la rue. Donc on a un enjeu hyper fort et moi j'y crois.
Oui, parce que par exemple pour le traité CETA, il y a eu aussi des contestations massives et ça n'a pas fait plier la Commission européenne. Donc aujourd'hui on est en droit de douter sur la crédibilité de changer l'Europe à l'unanimité. Ça paraît très idéaliste, mais... Et des contestations massives, on ne peut pas dire que la France, en tant que puissance politique, ce soit exactement... je veux dire, les députés, ils ont voté pour sur le Parlement national. Donc, s'il y avait eu 2-3 autres comme les Belges, peut-être ça aurait été différent. Mais effectivement, si le politique suit pas, si le politique porte pas la voix des peuples, bah oui, c'est compliqué. Et c'est bien tout le problème. C'est aussi pour ça que je me présente. C'est parce qu'on a le sentiment que le politique national, et encore une fois, il y a beaucoup de politiques locaux qui se battent au quotidien, qui sont au service des habitants. Mais on a l'impression que le politique national n'est plus au service des peuples, mais au service des intérêts des lobbies. Alors je vais revenir sur votre parcours. En 2013, vous avez conduit une mission sur l'éco-consommation pour France Nature Environnement. En quoi cela a consisté? Quel constat avez-vous tiré et quelles réponses vous avez faites par rapport à cette expérience? En quoi ça consistait? Ça consistait à aller voir pour France Nature Environnement toutes les initiatives dans les différentes branches partout en France autour de l'éco-consommation, et ça va des AMAP, des monnaies complémentaires, de tout ce qui peut se passer aussi en termes de consommer autrement, qui ne soit pas l'ubérisation justement. On va dire on peut avoir un système d'économie sociale solidaire qui ne soit pas dans la caricature de mal payer les gens, de les sous-payer au service de multinationales qui ne payent pas leurs impôts. Au contraire, d'avoir quelque chose qui est positif et qui va favoriser évidemment une économie locale, mais aussi du lien social, mais aussi de l'insertion. Ce qu'on en a tiré, c'est des bonnes pratiques, beaucoup. Ce qu'on essaye beaucoup, c'est et ce qu'on faisait à France Nature Environnement, mais ce que j'ai fait beaucoup aussi sur des réseaux nationaux, c'est de dire, regardons ce qui marche, regardons ce qui ne marche pas, et partageons, et comment on crée aussi des réseaux d'acteurs, des lieux où on peut poser les questions. Et c'était aussi ça, tout le but, c'est de dire comment on crée un réseau animé avec des animateurs, et comment, quand il y a des bonnes expériences, on sait qui appeler, et on a des bonnes fiches pour appeler la personne et en faire de même. Et puis aussi construire des recommandations pour des lois au niveau national, comme les lois de l'économie sociale et solidaire. J'en ai tiré, mais comme toutes les expériences, qu'il y a énormément de choses formidables qui se passent partout, et qu'il est temps de donner les moyens aux gens d'en mener plus. Alors votre programme utilise la formule pensée globale, agir local. Par quels moyens on permet aux citoyens d'agir localement sur la politique locale? Alors déjà, je vous disais, en lâchant le pouvoir, par exemple à Rennes, et c'est une expérience avec la mairie où je suis, qui est pas entièrement citoyenne, c'est une mairie PS, moi je siège au groupe écolo, même si je suis société civile, mais on a mené ensemble un projet de démocratie locale, avec notamment un budget participatif, c'est 5% du budget d'investissement, c'est 3 millions d'euros de projets faits par les habitants et votés par les habitants. Pas de veto politique, et ça c'était essentiel. Et dès la première année, ça a super bien marché. On a réalisé 80% des projets qui ont été votés. Cette année, il y a eu 11 000 votants. Sur une ville de 200 000 habitants, c'est énorme. Et parce que plus on lâche du pouvoir, plus on donne les vrais moyens, c'est-à-dire pas le moyen de choisir, on dit souvent la couleur des pots de fleurs, mais les vrais moyens physiques de changer son environnement, de dire là, nous on veut faire une place qui va être comme ça et voilà notre projet. Nous on veut faire une éolienne dans notre quartier ou un arbre à vent, on veut faire des panneaux solaires sur notre école ou une nouvelle cour de récré. Dès qu'on donne les moyens, ça marche. Et donner les moyens d'agir local, justement, c'est commencer par changer la relation au pouvoir et laisser les gens réellement décider dès le début du projet, pas quand c'est tout bouclé. Et là, vous ressentez qu'il y a de l'attrait justement pour cette méthode de fonctionnement? Ça marche. Mais vraiment, le départ, c'est difficile parce que les gens n'ont pas confiance. Il y a eu tellement de fausses idées qu'il y a un vrai problème de manque de confiance. Mais quand ils voient que c'est vrai, oui, ça marche. Et je parle de Rennes, mais il y a beaucoup de villes qui font des budgets participatifs ou d'autres initiatives de démocratie citoyenne. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien à tout le monde. Parce que tout le monde se dit, tiens, en fait, ils sortent des choses qui ne seraient jamais sorties autrement, qu'on ne peut pas sortir dans un bureau. Il faut l'expérience d'usage, du terrain, des gens qui vivent dans la ville. Les architectes le savent. On voit, parfois, ils tracent des routes. Et puis, en fait, l'usage fait que les gens tracent un chemin au milieu d'un carrefour. Il faut s'appuyer là-dessus. Il faut s'appuyer sur les gens qui vivent et leur environnement de vie.
Dans vos priorités, vous avez parlé de refonder l'école. Donc en 2012, vous avez fondé une école laïque, écologique et internationale avec votre mari. Donc sur la méthode de la pédagogie Montessori, est-ce que vous pouvez nous parler de cette méthode pédagogique ? Alors c'était basé sur Montessori, mais pas seulement. Aussi, on s'appuyait sur toutes les pédagogies actives comme celle de Freinet. Au départ, d'ailleurs, on travaillait sur un projet de collège Freinet dans un collège public à Rennes, mais l'éducation nationale, enfin voilà, c'était un peu trop complexe. On a décidé de monter ce projet de collège parce que s'il y a beaucoup d'initiatives, y compris dans l'école publique, d'une autre forme de pédagogie au primaire, le collège c'est un lieu très très déserté des innovations pédagogiques, et pourtant c'est un moment où on a besoin. C'est un moment où on n'a pas besoin d'être assis sur une chaise et de recevoir des cours, surtout à une époque où on a Wikipédia, Google et que tout le monde est connecté. On a besoin de commencer à avoir des responsabilités, de pouvoir faire des choses, de pouvoir être acteur de sa propre vie, de pouvoir organiser soi-même ses voyages scolaires. Enfin, il y a toute une série de points qui est essentiel pour devenir des citoyens émancipés et force de proposition dans la cité. Maria Montessori, c'était il y a 100 ans, on peut pas dire que ça soit complètement innovant, mais elle disait « apprends-moi à faire seule ». Et c'est tout le but, c'est dire comment on crée, encore une fois, un environnement dans lequel l'enfant, l'adolescent, l'élève, ou même plus tard l'adulte, parce qu'on peut l'appliquer à tout, peut aller chercher ce dont il a besoin pour se nourrir et réaliser des projets. C'est pas une école où on fait ce qu'on veut. Il s'agit pas de ça, parce que nous on suivait. Il y avait l'idée de suivre les compétences qui sont demandées au collège, mais où il veut ce qu'il fait. Et donc c'est un peu différent. C'est comment, quand on est petit, un enfant, il apprend à marcher sans qu'on lui dise « Attends, tu vas apprendre à marcher, c'est sérieux, là, attention, un pied, un pied, un pied ». Il apprend à parler parce qu'on le force à apprendre à parler, parce que c'est naturel, parce qu'il y a un élan d'apprendre. Et nous, on est convaincus, c'est pour ça qu'on a monté ce collège, qu'il y a aussi un élan. Il y a un élan de devenir adulte, il y a un élan d'apprendre à être dans la société. Il y a un élan de comprendre les choses, et que quand on explique, y compris les mathématiques et la physique, en partant de ce à quoi ça sert, ça marche. Donc c'est dans ce but-là qu'on a monté ce collège. Mais comment comptez-vous refonder l'éducation nationale ? Comment assurer la même école pour tous ? Alors on a beaucoup écrit dessus, et encore une fois, c'est pas moi qui écris tout toute seule. Donc je vais me référer aussi à des textes, voilà, et inviter à les lire. L'idée, c'est de dire, d'abord, il va falloir sortir du système aujourd'hui où on fait des petites réformes qui sont souvent, et beaucoup de gens le disent, qui sont à la marge et qui ne satisfont pas grand monde en fait. Il va falloir associer la communauté éducative, ça veut dire au sens large les enseignants, mais aussi tous les gens qui sont autour des enfants, les assistants de vie scolaire qui sont aujourd'hui dans des situations de précarité, de renouvellement, qui font que quand il y a des gens qui sont spécialisés, ils doivent partir, et c'est assez tragique, et on a besoin de ce genre-là. Ça veut dire aussi associer les parents, et je parlais d'ATD Carmonde tout à l'heure, ils ont des propositions très concrètes sur l'école, notamment la suppression des devoirs, qui sont une source d'inégalité terrible. Et on est un des pays les plus inégalitaires au monde, dans les pays occidentaux, je veux dire, sur la question de quand on est un enfant d'ouvrier, on a moins de chances que quand on a un enfant de cadre, et nettement moins. Et ça, c'est pas normal. Et donc, il y a des recommandations des gens qui travaillent déjà avec les enfants des familles les plus défavorisées, et on s'appuie là-dessus. Mais il faut aussi travailler avec les enfants. La démocratie, elle passe par une école démocratique, et les enfants, mais dès la maternelle, ils ont plein d'idées pour eux. Ça veut dire aussi que comment on est dans une école du 21e siècle qui questionne, plutôt que des chartes de la laïcité, nous on promouverait plutôt tout ce qui se fait autour de la philosophie à l'école, sur le fait d'apprendre à penser. Et il y a plein d'expériences qui montrent que ça marche. En fait, il y a plein d'expériences qui montrent que ça marche. La Finlande a réformé son école, ça a été une volonté politique. Et puis évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont très très bien formé les enseignants, ils les payent très bien. Et ça, c'est une vraie gage de qualité pour l'école. Il y a évidemment tout un travail sur la question des quartiers prioritaires qui est à faire. En santé publique, on appelle ça l'universalisme proportionné. Ça veut dire on fait la même chose pour tout le monde, c'est-à-dire on ne fait pas des politiques spécifiques pour les pauvres, on fait la même chose pour tout le monde, mais on met plus de moyens là où il y a plus besoin. Et là, sur l'école, c'est pareil. Il faut mettre plus de moyens là où il y a le plus besoin, mais donner une égalité des chances. Et il y a énormément de choses à faire, très certainement en décentralisant beaucoup. En sortant d'un système d'inspection qui n'est pas vécu comme quelque chose justement de positif et qui fait grandir, et quelque chose d'enseignant par les enseignants, mais plutôt comme quelque chose d'hyper stressant, et encore de cette descente et de trucs hiérarchiques d'évaluation.
ouvrons les salles de classe, allons dehors, regardons ce qui se passe, et puis comptons sur tous ceux qui changent déjà l'école à l'intérieur. Encore une fois, comme on l'a fait sur France Nature Environnement, il y a plein d'initiatives extraordinaires et on a du mal à capitaliser là-dessus. Et pour connaître beaucoup d'enseignants qui ont essayé de faire changer les choses, beaucoup se lassent au bout d'un moment parce qu'ils ont beaucoup de bâtons dans les roues. Je crois qu'on a les moyens, notamment si on est au niveau national, parce que changer l'éducation nationale, ça se fera au niveau national, d'améliorer les choses de façon démocratique, encore une fois, démocratique. Oui, parler notamment dans les quartiers populaires, le fort taux d'échec et la mixité qui n'y est pas du tout en fait. Quelles sont vos idées pour changer cela ? Alors, nos idées, j'ai envie de dire, c'est plutôt celles des gens des quartiers populaires, et c'est sur eux qu'il faut s'appuyer. Je ne peux pas parler au nom d'eux, je peux porter des idées des gens qui y sont. Il y a évidemment construire un environnement urbain favorable, et tout ce qui est sur la rénovation, les quartiers en rue, de rénovation urbaine, plus on donnera le pouvoir aux gens de créer l'environnement, d'être acteurs de ce changement d'environnement, plus ça sera positif. On a vu à Brest, sur un quartier politique de la ville comme ça, c'est les enfants qui ont construit l'aire de jeu, qui l'ont dessiné d'ailleurs, et puis le politique avait dit voilà, il faut que ça soit comme sur les dessins d'enfants. Et c'est des zones qui sont ultra protégées des dégradations, y compris maintenant que les jeunes ont grandi, parce que c'est eux qui l'ont construit, parce que c'est leur zone, parce que ça leur appartient. Tout ce qu'on va pouvoir créer pour un environnement, moi j'ai grandi à Asnières-Gennevilliers en fait, c'est pas beau quand même. Enfin voilà, un environnement beau, un environnement où on se sent bien, où il y a de la verdure, où on peut sortir, c'est essentiel, mais c'est donner des moyens à l'éducation spécialisée, c'est donner des moyens aux associations, et ces dernières années, on voit qu'on enlève tous ces moyens. Et ça, c'est dramatique, parce que ce qui va marcher, c'est d'avoir du monde, c'est d'avoir de l'argent aux associations qui font déjà des choses. À Los Angeles, après les émeutes de 1995, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées. Et là, ce qui a été fait, c'est ce qu'on ne fait pas. Ce n'est pas des grands plans banlieues nationaux, c'est de donner des moyens aux gens sur place et de dire c'est vous qui savez comment on va faire. Et ça a vraiment changé radicalement des choses. Alors avec des décisions, ils ont dit par exemple, là on veut fermer la boutique qui vend de l'alcool parce que c'est là où se met le deal. On a besoin aussi de plus de sécurité à tel et tel endroit. Mais ça a créé une nouvelle initiative parce qu'ils se sont alliés, c'est eux qui avaient les moyens et c'est eux qui pouvaient mettre en place. Et je suis convaincue que sur les quartiers populaires, il y a un moment donné, ça passera par les laisser mettre de leur choix. Les laisser mettre de leur choix et essayer aussi d'instaurer comme une mixité sociale. Est-ce que vous seriez favorable à forcer, entre guillemets, une mixité sociale ? Vous avez dû entendre parler, par exemple, à Montpellier, on avait ce combat des mamans du petit bar qui réclamaient des petits blancs dans leurs écoles pour que leurs gamins puissent en côtoyer d'autres, au final. Quel est votre point de vue là-dessus ? Absolument, mais c'est les politiques de l'urbanisme qui vont permettre ça. Et on voit des politiques de l'urbanisme. Si on est systématique depuis longtemps à avoir 30% de logements sociaux, mais aussi 20 ou 10% d'accession aidée, mais dans le même quartier de l'accession résidentielle bien, ça marche. Parce que c'est un choix politique de dire on va faire un quartier mixte dès le départ et un quartier qui est beau pour tout le monde. Sur la rénovation urbaine, il faut faut permettre l'accession aidée, que les gens y deviennent propriétaires, parce que ça va permettre de faire monter tout le monde et d'avoir de la mixité. Il faut créer des beaux lieux où les gens aient envie de venir. Faut donner des moyens à l'école pour que les gens aient envie. On peut pas forcer les gens à mettre, c'est-à-dire les gens, on voit bien, nous en Bretagne, les gens s'ils veulent pas y aller, ils vont dans le privé. Je sais pas ici, mais en France, on a toujours un choix de privé. Comment on fait pour que l'école publique redevienne le lieu qui marche ? Et ça existe. Je vais vous donner un exemple. Je sais pas si vous savez, le lycée Louis le Grand à Paris. Ils ont un choix de mixité sociale extrêmement fort, extrêmement assumé. Et paradoxalement, c'est un lycée qui a beaucoup plus de mixité sociale que d'autres lycées publics dans le quartier. Alors certes, il y a un choix, c'est un lycée où il faut bien travailler, il faut avoir des bonnes notes, mais on peut faire ce choix-là. Mais c'est l'excellence qui leur permet de faire ce choix-là. Comment on donne les moyens de l'innovation pédagogique ? Comment on donne les moyens d'une nouvelle forme d'éducation aux écoles, aux collèges des quartiers pour que ça donne envie aux gens d'y retourner. Comment on leur permet justement de s'émanciper, d'avoir de la culture au cœur, d'avoir des résidences d'artistes, d'avoir tous ces moyens qui sont parfois, et dans pas mal d'endroits, réservés plutôt aux écoles de centre-ville pour donner envie justement aux petits blancs du quartier de venir. Et puis évidemment, c'est créer de l'habitat où tout le monde a envie de venir. Mais
la mixité, elle est bénéfique pour tout le monde dans un sens comme dans l'autre. Et donc, effectivement, la mixité, c'est avoir aussi des blancs. Et c'est possible, on sait que c'est possible si on y met vraiment de la volonté politique et si l'argent il va pas sur des grands projets inutiles ou des grands projets prestigieux de centre-ville, et si on met l'argent à l'endroit où il faut, et si ces projets prestigieux, plutôt que de recréer un conservatoire dans le centre-ville, à Rennes on l'a créé dans un quartier prioritaire, et ben c'est vachement important parce que ça veut dire que le conservatoire est le lieu emblématique où il y a beaucoup d'argent qui est mis, il est créé au cœur du Blône, et ben symboliquement c'est déjà super important. Pour rester sur les quartiers populaires, comment expliquez-vous et comment pensez-vous pouvoir remédier à la misère sociale qui règne dans ces quartiers populaires, au manque d'emploi et de mixité sociale? Là encore, alors nos propositions, et j'insiste sur le nous, c'est évidemment le revenu universel, qui est un des premiers facteurs qui permet de ne pas accepter n'importe quoi. Et ça, c'est essentiel parce que la misère, ça se traite par l'argent. Et il y a un moment, c'est ça. La question du logement, évidemment, et la Fondation Abbé Pierre, il faut créer des logements et des logements de qualité et renouveler les logements. Et renouveler le logement, ça va aussi, évidemment, nous permettre d'améliorer l'habitat, mais d'améliorer la facture énergétique aussi. Et donc, ça commence par le logement. Ça commence par le logement, d'ailleurs, pour toutes les personnes sans domicile fixe. C'est aussi, on sait qu'un toit d'abord, c'est la règle. Plutôt que de faire des projets, etc., il faut loger les gens. Après, sur cette question de la misère, c'est comment on donne de l'espoir. Alors, comment on donne de l'espoir de l'emploi? Les territoires zéro chômeur, je ne sais pas si vous avez expérimenté, c'est un projet pareil d'ATD Carmonde qui permet de dire on va aller regarder qu'est-ce qui nous manque dans le quartier, dans la ville, et on va créer des emplois. On va s'engager en tant que collectivité à créer des emplois pour qu'il n'y ait aucun chômeur de longue durée. Et on peut le faire. On peut dire on choisit d'avoir aucun chômeur de longue durée. Et on va accompagner les gens à créer des emplois sur ce quartier ou sur cette région, hein, parfois c'est plus grand qu'un quartier, pour justement, il y a des besoins sociaux, il y a des besoins humains, et donc on va les créer. L'économie sociale et solidaire, tous les pôles d'activité, mais ça veut dire des tiers-lieux. Il y a plein d'endroits qui s'inventent où on a des lieux qui sont des lieux qui permettent de créer une activité, mais aussi d'accueillir des associations, mais aussi d'accueillir une crèche, mais aussi d'accueillir des locaux culturels, et de dire on n'a pas besoin d'être toujours en silo, mais de créer des lieux mixtes où on vit. Il y a les Grands Voisins à Paris, qui est par exemple un lieu qui a fait à la fois de l'hébergement social, à la fois des start-up, à la fois des associations culturelles, et qui permet sur une friche urbaine de recréer tout un écosystème mixte où il y a à la fois de l'action sociale et à la fois de l'action innovante, rayonnante, tout ça, et ça se parle, et donc on crée ensemble quelque chose, et puis donner la parole. Je crois qu'encore une fois, on va faire le 9 mars, on fait une action avec notamment des jeunes de Bagneux, de la Vida locale, mais des jeunes qui ont créé une médiation nocturne sur Bagneux en disant on en a marre, nous on veut plus être un quartier comme ça, et on se prend en main avec une proposition de dire si vous étiez ministre du futur, vous feriez quoi? Et on vous donne la parole, et nous on s'engage avec Julien Le Tailleur, qui est un candidat virtuel à l'élection présidentielle, à porter vos propositions. Parce que c'est vous qui avez la parole, et c'est une battle d'éloquence, mais qui sera en parlant, en slamant, en rappant, en récitant, en dansant, de dire tous les moyens d'expression sont bons, mais votre parole, elle est importante. Et là aussi, c'est essentiel, c'est de savoir se taire et d'écouter. Alors, l'abstention qui est traditionnellement très forte dans les quartiers populaires, la comprenez-vous, et comment on fait pour motiver tous ces gens d'aller dans les urnes et d'aller exprimer leur opinion? Je comprends très très bien l'abstention. D'ailleurs, c'est aussi parce que j'avais pas envie de m'abstenir que je me suis dit, bah tiens, comment on se lance, comment on peut proposer une autre voie pour faire de la politique, parce que je voyais pas comment j'allais faire, notamment. Alors à l'époque de primaire, c'était sur un second tour Sarkozy-Le Pen. Je dis mais c'est pas possible, moi je peux pas, je revote pas contre. Donc c'est déjà proposé de se présenter, et c'est vrai pour les législatives. Là, on pourrait dire, bah, allez-y, présentez-vous, et on va vous soutenir, et on va présenter des députés issus des quartiers aux législatives, et on va gagner. Et ça c'est déjà un point. Ensuite, moi, j'essaie jamais de convaincre quelqu'un d'aller voter. C'est son choix, et je le respecte. Après, on explique les démarches, et puis c'est dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait t'aider? De quoi tu aurais besoin
pour aller voter. De rien, je veux pas. Ok. Mais si, moi j'aurais besoin d'éthique, j'aurais besoin de transparence, j'aurais besoin qu'on présente autre chose. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut commencer à le construire ensemble. Mais ça veut dire, encore une fois, qu'on ne peut pas continuer à faire des politiques pour les quartiers sans les quartiers, qu'on ne peut pas continuer à faire des politiques jeunesse sans la jeunesse. Et c'est la première des priorités, c'est comment on recrée de la confiance. Comment on recrée cette confiance? De quoi les quartiers ont besoin pour retrouver de la confiance et pas se sentir en dehors de la République? C'est vrai pour les quartiers, c'est vrai pour les zones rurales aussi où il y a un désaffect qui dit c'est bon, nous on compte pas et la République elle n'est pas la même pour tout le monde. Et là, encore une fois, c'est à s'engager. Moins j'en dis, plus je laisse la place aussi aux propositions. C'est de dire on va créer tout l'espace pour que vous existiez avec vos propres propositions. Et moi, je ne vais pas vous imposer ma vision parce que même si j'ai grandi en HLM, j'y suis plus. Je ne suis pas dans la situation la plus difficile, je ne suis pas dans la misère sociale. Et vous savez, il y a aussi un système de décision qui dit c'est celui qui gagne le moins qui décide à la fin si on ne se met pas d'accord. Je trouve ça intéressant comme processus de décision. Il vous reste 3 semaines avant de poser vos parrainages et acter officiellement votre candidature à l'élection présidentielle. Vous en êtes où ? Alors, on en est que c'est court. On pense qu'on a bien 200 parrainages là, parce qu'il y a les promesses. Il y a des gens qui ont dit oui peut-être. Il y a des gens qui ont été contactés par des bénévoles qui ont dit ça serait bien que Charlotte m'appelle, mais comme je fais aussi des interviews et des réunions publiques, j'ai pas le temps de rappeler tous les maires. Donc on fait le maximum. On a 200 volontaires qui appellent, qui écrivent des lettres. Ça se passe plutôt bien. Je suis quasiment sûre qu'on aura la moitié. Qu'est-ce qui fera basculer la deuxième moitié ? À voir. Je pense que c'est possible. Voilà. Est-ce qu'on aura le temps ? On aura un mois de plus, je vous dirais, on les a. Parce que le discours, il passe. Et du coup, par rapport à votre campagne, on vous voit peu dans les grands médias. Le grand public vous connaît très peu. N'était-ce pas frustrant par rapport aux autres candidats qui prennent tout l'espace médiatique ? Si. Non, honnêtement, depuis le 31 décembre, on a eu quand même beaucoup de presse papier, un peu de radio, pas mal. La presse quotidienne locale, selon les régions, mais ça commence un petit peu. Alors évidemment, par rapport au temps de parole de Macron, on a encore un peu de marge. La télé nationale a du mal. Oui, c'est frustrant d'être traité de petit candidat, mais aujourd'hui, c'est en exclu, le journal du dimanche m'a mis dans les 15 premiers. J'étais pas dans les petits candidats, j'étais dans les candidats. Je me suis dit, yes, on avance. C'est frustrant à plein de niveaux. C'est frustrant dans le sens de beaucoup de gens en ont marre, il y a le sentiment d'un déni de démocratie, les gens n'ont plus envie d'aller voter et on a l'impression qu'on nous agite le spectre de Le Pen et systématiquement, et du coup que ça élimine tout autre débat. Et moi je crois que Le Pen se combattra justement parce qu'on aura un autre débat, justement parce qu'on pourra parler de ce sur quoi on n'est pas d'accord et avoir autre chose que le populisme en réponse au mécontentement. Et je pense justement qu'on propose une alternative que ne peuvent pas proposer les grands partis au populisme. Mais oui, voilà. Aujourd'hui, vous pensez clairement que vous allez être candidate, que vous allez y arriver, que vous allez pouvoir vous aligner ? Il faut de toute façon. Voilà, on va faire le maximum. On fait un pas après l'autre. On nous avait dit qu'on n'y arriverait pas à plein de moments. Donc là, on continue et on y croit. Mais on sait aussi qu'il y a la présidentielle et ça nous donne une tribune formidable. Mais c'est pas le seul but. Le but, c'est de dire qu'on aura des candidats citoyens législatifs. Le but, c'est de dire qu'en 2020, on reprend les villes et qu'en 2020, il y a des listes citoyennes. Peut-être avec les partis, peut-être que c'est pas contre, peut-être que les partis vont se réinventer et comprendre là qu'il y a une autre façon de faire la politique. Mais en 2020, moi je suis sûre qu'il y aura un raz-de-marée citoyen sur les villes. Mais c'est aujourd'hui que ça se construit. C'est aujourd'hui qu'on dit que c'est possible. Et parce que Charlotte part à la présidence et ça fait rire beaucoup de gens. Mais tant mieux, rions. Mais disons que c'est possible. Et on sera allé jusqu'où on sera allé. Et on va, je viens aussi du logiciel libre, on va le documenter, on raconte ce qui se passe. Et c'est aussi un récit de dire, tiens, au fond, la prochaine fois que quelqu'un a envie de se lancer, il aura déjà une feuille de route un peu plus claire. Et en cas d'impossibilité de se présenter à l'élection présidentielle, de quel candidat ou personnalité politique candidate à la présidence de la République êtes-vous la plus proche ? Aujourd'hui, je ne sais pas.
Aujourd'hui, je ne sais pas. Non, mais évidemment, les projets, le projet de société que porte Benoît Hamon avec l'alliance de Yannick Jadot, je m'y retrouve globalement. Mais c'est encore une fois, c'est une question de méthode, c'est une question de façon de faire. Et puis avec les députés, ils gardent des députés valsistes qui vont se présenter. Comment il pourra le mettre en place et qu'est-ce qui s'est passé là? Ils ont fait des alliances où ils se répartissent les circonscriptions entre écolos et socialistes. Mais du coup, quid de la société civile, quid de tous les gens? Est-ce qu'il faut vraiment passer par un parti ou est-ce que, au fond, les partis pourraient laisser plus de place? Europe Écologie Les Verts avait commencé à le faire et là, on ne sait plus très bien où on en est sur ce qui se passe. Et on a l'impression qu'il y a plus des questions politiciennes que des questions fondamentalement de société civile. Et voilà, ils disent tous les deux, venez la société civile, mais c'est difficile de trouver sa place, je trouve. Donc, politiquement, Hamon Jadot, je m'y retrouve plus que Macron et un projet ultra-libéral de flicage des chômeurs, là notamment, que je trouve absolument honteux et scandaleux d'aller obliger encore plus, de stigmatiser encore plus les plus pauvres de cette société, et ça, je ne peux pas m'y reconnaître. Jean-Luc Mélenchon aussi a un projet intéressant, même si c'est au niveau européen et au niveau des langues régionales et de tout ce projet de fédéralisme, on ne s'y retrouve pas, mais en vrai... moi, je continuerai surtout à me battre pour qu'on ait des nouveaux candidats législatives. Et c'est surtout ça sera ça ma bataille. Très bien, merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance pour la suite des événements. Et puis, merci encore une nouvelle fois d'avoir répondu à nos questions. Oui. Merci à vous. Et puis, si vous avez des idées, vous pouvez contribuer, parce que c'est ça le projet. Et surtout, venez nous voir et nous dire. Alors, on contribue où? Sur quoi? Sur quelle plateforme? Alors, charlotte-marchandise.fr, mais aussi les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. N'hésitez pas à nous interpeller. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. On continue à filmer, mais on a terminé. On continue à vous embrasser. Ça y est maintenant. Ça va, vous avez pu bien vous